La porte d'entrée de ma maison s'ouvrit avec une telle violence que les gonds gémirent de protestation. Il était 2 heures de l'après-midi, un mardi ordinaire. J'étais en train de plier du linge propre dans ma chambre, lorsque j'entendis les pas furieux de Marcus résonner dans toute la maison comme une tempête. « Moi, maman, où es-tu » Sa voix, chargée de rage, rappela celle de ses années d'adolescence. Je laissai les chemises sur le lit et sortis dans le couloir. Mon fils, 42 ans, se tenait dans le salon. Le visage rouge, les poings serrés, ses yeux verts hérités de son père, me transperçaient avec une dureté glaciale. « Pourquoi Chloé m'a-t-elle appelé en pleurant, disant que tu avais changé le code de ta carte ? Elle était au supermarché et n'a pas pu payer ses courses. Tu l'as humiliée devant tout le monde. » Je restais figé sur le seuil. 70 années de vie m'avaient appris à garder mon calme dans les moments difficiles, mais là, était différent. Était mon propre fils qui criait sur moi dans ma propre maison. « Marcus, baisse la voix. »« Nous sommes des gens éduqués, » répondis-je d'un ton ferme, mais paisible. « Oui, j'ai changé le code de ma carte, parce que c'est la mienne. »« La tienne ? Maman, nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous mettre des barrières quand nous avons besoin de quelque chose. » Il fit 2 pas vers moi, et, pour la première fois de ma vie, je sentis un nœud de peur me serrer l'estomac. « Moi ? La carte est à mon nom, Marcus. C'est mon argent. »« Moi ton argent ? Vraiment ? Tu vas être aussi égoïste ?» Ces mots jaillissaient comme des projectiles. Chloé avait acheté, selon lui, des choses. Pour la maison, nourriture, produits d'entretien, besoins ordinaires. Mais je savais que était faux. La semaine précédente, j'avais consulté mes relevés. 200 $ de maquillage, 300 de vêtements, 500 dans un restaurant luxueux. Pourtant, je décidai de ne pas les évoquer sur le moment. Mon fils, si tu as besoin d'argent pour quelque chose de précis, nous pouvons en discuter comme des adultes. Mais je ne vais pas laisser ma carte sans protection, accessible à n'importe qui. N'importe qui. Tu oses appeler ma femme n'importe qui. Elle est ta belle-fille. Elle fait partie de cette famille. Je m'assis dans mon fauteuil préféré, le même où j'avais allaité Marcus 40 ans plus tôt. Il me fallait conserver ma contenance, même si mon corps tout entier tremblait. Moi, Chloé est toujours la bienvenue dans cette maison, mais ma carte bancaire n'est pas un service collectif. Marcus se mit à faire les 100 pas comme un lion en cage. Ses chaussures frappaient le parquet avec fracas, des gouttes de sueur perlaient à son front malgré la climatisation. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu as toujours été généreuse avec tout le monde. Et maintenant, quand ta propre famille a besoin de toi, tu deviens une radine. Ce mot me blessa plus qu'un cri. Radine. Moi, qui avais élevé cet homme seul après la mort de son père. Moi, qui avais enchaîné les doubles postes pour payer ses études. Moi, qui lui avais offert la compte de son appartement. Marcus, je ne te laisserai pas me parler ainsi dans ma propre maison. Alors donne-moi une explication cohérente. Pourquoi changer le code du jour au lendemain sans prévenir personne ? Je me levai, mon dos protestant, mais je devais lui faire face debout. Parce que j'ai examiné mes relevés et j'ai trouvé des dépenses que je n'ai pas autorisées. Beaucoup d'argent a disparu. Toutes ces dépenses, on en avait parlé. Non, Marcus. Nous n'en avions pas parlé. Il resta silencieux pour la première fois depuis son arrivée. Sa respiration haletante faisait gonfler les veines de son cou. Chloé m'a dit qu'elle demandait toujours ton accord avant d'utiliser la carte. Moi, Chloé ment. Ces mots franchirent mes lèvres avant que je ne puisse les retenir. Le silence qui suivit devint lourd, presque insupportable. Marcus me regarda comme si je venais de le gifler. Nuancé, je n'accepterai pas que tu insultes ma femme. Moins. Je ne l'insulte pas. Je dis la vérité. La vérité, c'est que tu deviens paranoïaque. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un d'autre s'occupe de tes finances. Ces paroles me frappèrent comme un éclair. Mon propre fils suggérait que je était plus capable de gérer mon argent. Je crois qu'il vaut mieux que tu partes, Marcus. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas réglé ça. Donne-moi le nouveau code, tout de suite. Moi, non, Marcus. C'est ma maison et ma décision. Si Chloé a besoin de quelque chose, elle peut me le demander directement. Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta un instant, sa voix plus glaciale que jamais. Ce n'est pas terminé. Nous en reparlerons quand tu seras remise de ta crise. Ce n'est pas une crise, Marcus. C'est une décision. Moi, c'est une folie. Tu le regretteras quand tu verras les conséquences sur notre relation. Ces mots résonnèrent comme une menace. Mon propre fils osait mettre notre lien en péril pour une carte bancaire. Est-ce une menace ? Considère cela comme un avertissement. Chloé est très blessée par ton attitude. Je ne sais pas si elle voudra encore te voir. Moins. Ce sera son choix.
Marcus secoua la tête avec mépris. Moins. Tu sais quoi? Tu as raison. C'est ta décision. Nous prendrons la nôtre. La porte claqua. Je restai seule dans le salon, tremblante. Les bégonias du patio avaient encore besoin d'eau, mais je n'avais plus la force de m'en occuper. À la fenêtre, je regardais la voiture de Marcus disparaître au coin de la rue, les pneus crissant violemment. 40 années de maternité, et voilà où j'en étais. Mon fils unique me hurlant dessus parce que j'avais voulu protéger mon propre argent. Le silence qui suivit dans la maison N était plus celui, paisible, du matin. C était un silence lourd, oppressant, comme si l'air avait changé de densité. Je me rassis dans mon fauteuil et fermai les yeux. Ses paroles, son ton, sa fureur tournaient en boucle dans ma tête. Tout cela pour un mot de passe. Mais au fond de moi, je savais que ce N n'était pas seulement une question de code. C était une question de contrôle. C était une question de limite. C était le simple fait que, pour la première fois depuis des années, j'avais osé dire non. Le téléphone sonna une première fois, puis une seconde. Je laissai le répondeur décrocher. La voix aiguë de Chloé résonna dans ma maison. « Moi, Emma, je sais que tu es là. J'espère que tu es satisfaite. Marcus est bouleversé. Je ne comprends pas pourquoi tu nous traites ainsi. Nous sommes ta famille. » Bip. La ligne se coupa. Je respirais profondément. L'horloge indiquait 3h30. La journée avait commencé par une lessive et des plantes à arroser, mais en 2 heures j'avais l'impression d'avoir vécu une semaine entière. Je partis vers la cuisine. J'avais faim, mais surtout besoin d'occuper mes mains. La cuisine avait toujours été mon refuge. Tandis que J épluchait des pommes de terre, le visage de Marcus me hantait, ses yeux remplis de colère, et cette froideur nouvelle, comme si je ne méritais plus son respect. Ce mardi ensoleillé N était que le début du cauchemar. Depuis 30 ans, ma force avait résidé dans la routine. Lever à 6 heures, café préparé dans la vieille cafetière offerte par Robert, soin aux plantes, pendant que le soleil chauffait les tuiles. Une vie ordonnée, rassurante. Après la mort de Robert, Marcus n'avait que 12 ans, et j'avais compris que seule une structure claire pouvait nous maintenir debout. Notre maison à 2 étages avait été notre refuge. Robert l'avait achetée lorsque J était enceinte, avec un prêt remboursé en 20 ans. Chaque pièce portait une mémoire. La cour où Marcus avait fait ses premiers pas, la cuisine des milliers de repas, le salon de nos anniversaires. On me connaissait comme la voisine serviable. Lorsque Madame Carter tomba malade, je lui apportais des repas pendant 2 mois. Quand le fils des Pérez eut besoin d'argent pour elle, école, je lui prêtais $500 sans intérêt. Si, était ma façon d'honorer Robert. Marcus avait toujours été un fils exemplaire, studieux, respectueux. À 25 ans, il devint comptable. J était fier. Pendant des années, nous avons formé une équipe parfaite. Il s'occupait de mes impôts, je cuisinais pour lui le dimanche. Tout changea lorsqu'il rencontra Chloé. Je me souviens du jour où il me la présenta. Je préparais des pâtes au four quand il entra, rayonnant, tenant la main d'une femme mince, blonde, manucurée, habillée de vêtements valant plus que ma pension. « Moi, maman, voici Chloé, la femme de ma vie. » Elle me sourit, mais ses yeux même évaluèrent froidement. Sa poignée de main fut ferme, mais glaciale. « Enchantée, Madame Johnson. Marcus parle de vous tout le temps. » Au dîner, elle complimenta ma cuisine, posa des questions sur mon jardin, s'intéressa à nos photos. Elle semblait sincère. En les voyant partir, je crus avoir trouvé une belle fille convenable. Les visites suivantes furent tout aussi agréables. Chloé apporta des fleurs, m'aida à la vaisselle, raconta des anecdotes sur son travail dans une boutique de luxe. Marcus paraissait heureux, et cela me suffisait. Le mariage fut petit mais élégant. Je payais la moitié des frais sans qu'il le demande. Marcus était mon unique fils. Chloé choisit tout. La robe, les fleurs, le menu, la musique. Je signais les chèques et souris pour les photos. Les premiers mois, les repas du dimanche continuèrent. La maison reprenait vie. Puis, les premières demandes apparurent. « Emma, pourrais-tu nous prêter $200 ? On est un peu serré ce mois-ci avec l'appartement. On te rembourse vendredi. » Je leur donnai la somme sans hésiter. J'avais des économies, et les jeunes couples connaissent toujours des débuts difficiles. Vendredi passa, l'argent non. Une nouvelle requête arriva. « Maman, 300 de plus ? Chloé a besoin de vêtements pour le travail. » 300, puis 500, puis davantage. Toujours la même promesse. On te rembourse bientôt. En 6 mois, mes prêts atteignirent $5000. Lorsque j'en parlais un dimanche, Marcus se montra agacé. « Maman, tu sais qu'on te remboursera. Pourquoi tenir des comptes aussi précis ? Nous sommes une famille. Moi oui, mais $5000, ce n'est pas rien. »
Chloé intervint avec son sourire charmeur. Tu as raison, Emma. Nous avons manqué de rigueur. Que dirais-tu si je te donnais ma carte en garantie? Je ne voulais pas de leur carte, mais j'acceptais. Une semaine plus tard, Chloé m'appela, paniquée. Moi, ma carte est bloquée, j'ai besoin de médicaments pour ma mère. Tu pourrais me prêter la tienne, juste pour aujourd'hui? Je la lui donnai. Le soir, je consultais mon relevé. 150 $ à la pharmacie. Mais aussi 80 en cosmétiques, 200 en vêtements, 30 dans un restaurant. Le lendemain, je la confrontai. Elle pleura, s'excusa. Moins. Je me suis laissé tenter par les soldes. Je te rembourse demain. Demain ne vint jamais. Les urgences se multiplièrent. Anniversaire de sa sœur, chaussures pour un mariage, cadeau pour Marcus. Toujours urgente, toujours accompagnée de promesses. 1 an plus tard, je ne savais plus combien d'argent avait quitté mon compte. Mes économies épuisaient, et chaque tentative d'en parler se terminait par des reproches de Marcus. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu chipotes. Tu as de quoi vivre, et nous essayons de construire notre avenir. Chipotèrent. Ce mot resta gravé. Les repas du dimanche devinrent pesants, les conversations centrées sur l'argent, les factures, les opportunités qu'il disait ratées. Un après-midi, en consultant mes relevés, une vérité glaçante s'imposa. En 6 mois, j'avais dépensé plus que ce que ma pension m'apportait. Mes économies fondaient pour financer leur train de vie. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Le café du matin eut un goût amer. Je devais changer les choses. Mais comment affronter mon propre fils sans tout briser? Un jeudi après-midi, alors que j'arrosais les plantes du patio, je reçus un appel inattendu de ma banque. Madame Johnson, nous voulons confirmer un achat inhabituel effectué avec votre carte. 1 200 $ dans un magasin électronique. Est-ce bien vous? Je faillis lâcher l'arrosoir. 1 200 $? Moi, non, je n'ai rien acheté. Bloquez immédiatement cette transaction et envoyez-moi une nouvelle carte. Je raccrochai, les mains tremblantes. Depuis mardi, Chloé avait ma carte pour acheter des médicaments trop. Clara. 20 minutes plus tard, le téléphone sonna encore. Emma, qu'as-tu fait? Ma carte est bloquée. Je suis au supermarché avec un caddie plein et je ne peux pas payer. Moi? Ce n'est pas ta carte, Chloé. C'est la mienne. Je l'ai bloquée car des achats non autorisés ont été faits. Moi? Non autorisés? Tous mes achats étaient nécessaires. Moi? Des médicaments peut-être. Mais des appareils électroniques? Un silence pesant s'installa. Puis un rire nerveux. Oh, ça? Marcus avait besoin d'un nouvel ordinateur pour le travail. Moins. Et pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Parce que nous savions que tu aurais dit non. La gifle était morale, mais brutale. Après 2 ans à financer leur train de vie, Guerre était désormais l'avare qui, Corum trouvait toujours des excuses, Corum. Chloé insista. Viens me donner de l'argent en liquide, sinon je ne peux rien acheter. Je raccrochai. Pendant 1 heure entière, mon téléphone n'arrêta pas de sonner. Chloé, puis Marcus, puis Chloé encore. Je ne répondis à aucun appel. Au lieu de cela, je sortis tous mes relevés bancaires des 6 derniers mois et les étalai sur la table de la salle à manger. Les chiffres ne mentaient pas. En janvier, j'avais 45 000 $ économie. En juin, il n'en restait que 26 000, 19 000 envolés en 6 mois. Restaurants de luxe, vêtements de créateurs, cosmétiques, voyages. Rien était essentiel. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Marcus et Chloé entrèrent sans frapper, comme chez eux. Moi, maman, qu'est-ce qui s'est passé avec la carte? Je l'ai bloquée, Marcus. Je n'autorise pas l'achat d'un ordinateur à 1 200 $ sans mon accord. Chloé s'installa sur mon canapé, les bras croisés. Tous ces achats avaient été discutés avec toi. Tu ne peux pas bloquer la carte à chaque fois que tu oublies. Nafet Rifik ban de Koro Vigali Baler 6 mois. Je n'ai rien oublié. Hier encore tu m'as dit avoir besoin d'argent pour des médicaments. Marcus soupira et s'assit face à moi. Parfois les urgences changent. Oui, elle avait besoin de médicaments, mais l'offre sur l'ordinateur était exceptionnelle. Une urgence, ça. Un luxe? Pas une nécessité. Moins. C'est un outil de travail, protesta-t-il. Moins. Alors tu devrais le payer avec ton salaire. Chloé se leva théâtralement. Je savais que tu réagirais ainsi. Tu trouves toujours un moyen de nous culpabiliser. Moins. Je ne veux que le respect de mon argent. Ton argent? Toujours ton argent? Lança-t-elle. Nous sommes une famille, Emma. L'argent de la famille appartient à la famille. Moi non, Chloé.
Cet argent, je l'ai gagné en travaillant 40 ans. Marcus se mit à faire les 100 pas. Nous comprenons ton point de vue, mais comprends aussi le nôtre. Nous voulons grandir, avancer. Ton soutien est essentiel. Moi. Je vous ai soutenu 2 ans, Marcus. J'ai dépensé plus de 25 000 $ pour vous. Moins 25 000 ? Chloé éclata de rire, offensée. Tu exagères. Je pointais du doigt les relevés étalés sur la table. Moi, tout est là. Regardez vous-même. Ils détournèrent les yeux. Le problème, dit Marcus, c'est que bloquer la carte nous met dans des situations humiliantes. Humiliantes ? Oui. Quand Chloé n'a pas pu payer ses courses, était une honte devant tout le monde. Parce que ce N n'était pas sa carte. Ces mots résonnèrent comme une vérité qu'il refusait d'admettre. Je me levai et allai jusqu'à la fenêtre. Mon jardin fleurissait sous le soleil. Les bégonias rouges, les géraniums blancs, la bougainvillée escaladant la clôture. Tout ce que j'avais cultivé prospérait. Pourquoi ma relation avec mon fils ne pouvait-elle pas être aussi belle ? Je veux que vous partiez pour aujourd'hui, dis-je calmement. Moi, maman, s'il te plaît. Moi. J'ai besoin d'être seul. Ils se dirigèrent vers la porte. Avant de sortir, Marcus ajouta. Nous espérons que tu reconsidéreras ta décision. Nous ne voulons pas que cela détruise notre relation. La porte se referma doucement. Pas de cris, pas de claquements cette fois. Juste le bruit discret de mes rêves familiaux qui s'effondraient. Pendant 3 jours, ma maison resta plongée dans un silence étrange. Aucun appel de Marcus pour demander de l'argent. Aucune visite imprévue de Chloé avec une nouvelle urgence. Comme s'ils avaient décidé de me laisser réfléchir. Ou de me punir. Le vendredi matin, tasse de café à la main, je me connectais à mon compte en ligne. Le chiffre s'afficha, 20 000 $ envolés en 2 ans. La gorge serrée, j'imprimais chaque relevé des 24 derniers mois. Pendant 20 minutes, l'imprimante cracha des pages de chiffres, récit implacable de ma naïveté. Je classais les dépenses. Quelques courses légitimes, quelques repas acceptables, mais le reste. Bijoux, spa, vêtements hors de prix, parfums. En refermant le dossier, une certitude m'envahit. Quelque chose devait changer. Le lundi matin, le facteur sonna à ma porte. Une enveloppe officielle, cachetée, portait le nom de ma banque. Dedans, un rapport complet de mes transactions sur 2 ans. 5 pages de chiffres, de dates, d'heures, de lieux, comme si je lisais le journal intime d'une vie qui, n'était pas la mienne. Certains achats avaient eu lieu alors que je dormais, d'autres dans des magasins où je n'avais jamais mis les pieds. Plus troublant encore, des retraits d'espèces à 3 heures du matin. Comment aurais-je pu retirer de l'argent alors que J était chez moi, endormi ? Je pris mon téléphone et composai le numéro de Marcus. « Allô, maman ?» Moi, Marcus, il faut que je te demande quelque chose d'important. Ma carte a été utilisée quand je n'étais pas là. Un silence. Moi, que veux-tu dire ? Elle a servi à des retraits nocturnes. À 3 heures du matin, plusieurs fois. Maman, tu nous avais donné l'autorisation pour les urgences. Parfois, les urgences n'attendent pas. Moins 6 retraits en 3 mois, 1 800 $ en liquide. Ce ne sont pas des urgences, Marcus. Je ne vais pas tenir un journal de chaque dépense pour te rendre des comptes comme un enfant. Sa voix devenait sèche, impatiente. Moins, ce sont des retraits sans explication. Je veux comprendre. Tout bras des stargiches ont qu'il assis, on avait besoin d'argent, pour rentrer en taxi, pour dîner, bref. Ce n'est pas grave. Je serrai le combiné entre mes mains. Moins. Ce n'est pas anodin. Et je veux des réponses. Très bien, dit-il. Chloé et moi passons dans 1 heure. Nous devons avoir une sérieuse discussion. Il raccrocha. 1 heure plus tard, ils franchirent ma porte sans même sonner. Marcus s'assit lourdement. Chloé, plus déterminée que jamais, croisa les bras. « Moi, Emma, commença-t-elle, tes soupçons deviennent incontrôlables. Tu nous accuses sans cesse. Ce n'est pas normal. Moi. Ce n'est pas normal de vouloir savoir comment mon argent est dépensé ? Non, intervint Marcus. Ce qui n'est pas normal, c'est de traiter ta famille comme des escrocs. Je sortis le rapport et le posai sur la table. Expliquez-moi cela. 2 achats simultanés. Le même jour, à la même heure, dans 2 magasins différents. C'est impossible pour une seule personne. Ils échangèrent un regard rapide. « Ah, ça !» répondit Chloé d'un ton trop naturel. « J était au restaurant, et Marcus m'achetait un cadeau dans la boutique voisine. »« Avec ma carte ?»« Ta carte est la nôtre, » dit Marcus. « Mais la nôtre avait un problème ce jour-là, alors nous avons utilisé la tienne. » Leur excuse sonnait comme une histoire apprise par cœur.
Je sortis alors la photocopie de ma carte que j'avais retrouvée dans ma boîte à documents, avec la mention « Pour urgence » écrite de la main de Chloé. Moi et ça. Elle prit la feuille, feignit la surprise. Moi, oui. J'avais fait cette copie au cas où je perdrais la vraie. Rien de grave. Tu n'as pas fait d'autres copies? Moins. Bien sûr que non. Je n'y crus pas une seconde. Assez! Dit Marcus en se levant. Nous ne supporterons plus tes accusations. Moins. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des questions légitimes. Chloé s'approcha, ses yeux brillants de larmes fabriquées. Tu sais combien ça fait mal qu'une belle-mère te traite de voleuse? Moins. Je veux juste la vérité. La vérité, hurla Marcus, c'est que tu deviens paranoïaque. La vérité, c'est que tu détruis notre famille avec tes obsessions. Chloé ajouta d'une voix tremblante. Nous envisageons de prendre nos distances. Tu as besoin d'aide professionnelle. Une aide professionnelle? Oui, reprit Marcus plus calmement. Tu devrais consulter un médecin. Ce changement de personnalité, cette méfiance, ce n'est pas normal. Mon caractère n'a pas changé. Je protège simplement mes finances. Moi avant, tu étais généreuse, aimante. Aujourd'hui, tu es méfiante, avare, soupçonneuse, dit Chloé. Je pris une grande inspiration. Moi avare, pour avoir refusé de donner 25 000 $? Moi ce haine, était pas autant, protesta Marcus. Je leur montrai les relevés. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Ils détournèrent le regard. Je n'entrerai pas dans ton obsession de tout compter, dit Marcus. Ce sont des faveurs d'une mère à son fils. Ce que font les familles normales. Les familles normales ne cachent pas des copies de cartes bancaires, répondis-je sèchement. Chloé prit la photocopie, la déchira en petits morceaux et les laissa tomber sur la table. Voilà, est-ce que tu es contente maintenant? Je restai silencieuse. Marcus posa une main sur mon épaule. Moi, maman, ça suffit. Tu détruis notre lien pour de l'argent. Moins. Je ne détruis rien. Je me défends. Il retira sa main et dit d'une voix glaciale. Alors donne-nous une dernière chance. 1 mois. Laisse-nous utiliser ta carte encore 1 mois. Si tu n'es pas satisfaite, nous arrêterons pour toujours. Jamais, murmurai-je. Chloé se redressa, le regard dur. Réfléchis bien. Sans nous, tu n'as plus rien. Sans famille, l'argent ne vaut rien. Ils quittèrent la maison, me laissant seule face à mes relevés. Était-ce moi, une vieille femme paranoïaque, détruisant sa propre famille? Ou étais-je une mère abusée, manipulée par les siens? Je ne savais pas quelle réponse me terrifiait le plus. Les jours suivants furent étranges. Le téléphone resta silencieux. Pas de message, pas d'appel, pas de visite. Je crus un instant qu'ils avaient décidé de me laisser tranquille. Mais le silence, je l'appris vite, était qu'une arme de plus. Le vendredi, alors que je faisais mes courses, j'entendis 2 voisines murmurer dans l'allée. « Tu sais qu'Emma devient sénile ?» Chloé m'a dit qu'elle oubliait de payer ses factures. Oui, Marcus m'a confié qu'il s'inquiétait pour elle. Elle répète les mêmes histoires sans arrêt. Je restais figée, le panier à la main. Ces rumeurs étaient pas de simples bavardages. Était une campagne. Il tentait de me faire passer pour une vieille femme confuse. Le soir même, je retrouvais ma boîte aux lettres pleine de courriers. 3 factures, impayées. Pourtant je les avais réglées la semaine précédente. Je composais le numéro de la compagnie D, électricité. Non, Madame Johnson, votre compte est à jour. Vous n'avez aucun retard de paiement. Je compris. Quelqu'un avait intercepté mon courrier, rajouté de fausses lettres pour me faire douter de moi-même. Je passais la nuit sans dormir. Dans le silence de la maison, je revis chaque scène. Marcus criant dans mon salon, Chloé me traitant d'avare, leurs regards accusateurs. Et maintenant ces rumeurs qui s'infiltraient dans le voisinage. Le lendemain, je pris une décision. Je devais en parler à une personne de confiance. Pas à une voisine. Pas à une amie de Chloé. J'appelais Sarah, mon ancienne collègue de l'aile, école primaire. Emma. Cela fait si longtemps. Comment vas-tu? Pas bien, Sarah. J'ai besoin de parler. Nous nous retrouvâmes dans un café du centre-ville. Elle me regarda longuement, inquiète. Moi, tu sembles fatiguée. Je lui racontai tout. Les prêts jamais remboursés, la carte utilisée sans mon accord, les retraits nocturnes, les accusations de folie. Plus je parlais, plus les yeux de Sarah s'emplissaient de stupeur. Moi, Emma, c'est de la manipulation. Ils essayent de te faire douter de toi-même pour mieux te contrôler. Tu crois que je ne deviens pas confuse? Non. Tu es claire, logique. Tu vois les choses avec précision. Ce sont eux qui brouillent les pistes. Ces paroles furent comme un baume.
Pour la première fois depuis des semaines, je me sentis moins seule. En rentrant, je trouvai Marcus assis sur ma terrasse. « Où étais-tu » demanda-t-il, la voix faussement calme. « Cela ne te regarde pas. Tu sais que ton comportement inquiète le voisinage ? Tout le monde pense que tu perds la tête. » Je le regardai fixement. « Ce n'est pas moi qui perds la tête, Marcus. C'est toi qui perds ton intégrité. » Il serra les mâchoires. « Tu ne comprends pas, maman. Nous faisons ça pour ton bien. Tu n'as plus besoin de gérer ton argent seul. »« Pour mon bien ? En me ruinant ?» Il se leva brusquement. « Tu exagères tout. Nous ne voulons que t'aider. Alors pourquoi lancer des rumeurs sur ma santé mentale ?» Il pâlit. Un instant, je crus voir la culpabilité traverser ses yeux. Mais très vite, il reprit son masque de froideur. « Tu te fais des idées. »« Non, Marcus. » Les voisines répètent ce que Chloé leur dit. Je le sais. Il détourna le regard. « Peu importe. Si tu continues ainsi, nous serons forcés d'agir. »« Moins agir ? Comment ça ? » ?»« Nous irons voir un avocat. Tu as besoin d'un tuteur légal. » Je restai sans voix. Mon fils parlait sérieusement. « Moi, un tuteur légal ? Moi, oui. Tu n'es plus capable de gérer tes finances. Chloé et moi pouvons éviter des erreurs. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. « Marcus, je ne suis pas incapable. Je suis ta mère. »« Alors prouve-le. Ouvre-nous tes comptes. Montre-nous tout. Si tu refuses, c'est bien la preuve que tu n'es plus apte. » Je me levai, les mains tremblantes mais la voix ferme. « Moi, Marcus sort de chez moi. » Il me fixa un instant, puis tourna les talons. Je restai seule sur la terrasse, le cœur battant. Leur plan devenait clair. Ils voulaient me dépouiller, me déclarer inapte, me priver de toute autonomie. Mais ils ignoraient une chose. Je n'étais pas prête à abandonner. La semaine suivante, je vécus comme une étrangère dans ma propre maison. Chaque bruit de moteur dans la rue me faisait sursauter, chaque ombre sur le trottoir éveillait en moi une méfiance douloureuse. Même les gestes les plus ordinaires perdaient leur légèreté. Préparer du café, arroser mes fleurs, feuilleter le journal. Tout semblait désormais imprégné d'une tension sourde. Je n'arrivais plus à dormir la nuit, et le moindre craquement dans la charpente me tirait du lit. Les mots de Marcus résonnaient encore dans mon esprit. « Nous irons voir un avocat. Tu as besoin d'un tuteur légal. » Mon propre fils voulait me faire passer pour une incapable. Cette idée me brûlait comme une trahison inouïe, une blessure dont je n'arrivais pas à mesurer la profondeur. Un jeudi matin, alors que je tentais de me convaincre de sortir acheter du pain, on frappa à ma porte. En ouvrant, je découvris un homme en costume sombre, un dossier sous le bras. Son visage neutre, presque indifférent, annonçait une mauvaise nouvelle. « Madame Johnson ? Je suis maître Reynolds, avocat. J'ai ici une convocation pour une audience concernant la gestion de vos biens. » Ces mots furent comme un coup de massue. Je pris la feuille d'une main tremblante. L'audience était fixée dans 3 semaines, au tribunal de la ville. Lorsque la porte se referma derrière lui, mes jambes me lâchèrent. Je tombai dans mon fauteuil, la convocation serrée contre ma poitrine, comme si le papier brûlait ma peau. Jamais je n'aurais cru que mon fils en viendrait à m'assigner en justice. Le soir même, je composais le numéro de Sarah. En entendant ma voix brisée, elle accourut aussitôt, son manteau jeté à la hâte sur ses épaules. Quand je lui montrai la convocation, ses yeux écarquillèrent. « Emma, c'est insensé. Ils osent vraiment t'accuser d'incapacité ?» Je hochai la tête, incapable de retenir mes larmes. « Que vais-je devenir, Sarah ? Je n'ai jamais eu affaire à la justice. Je ne sais pas comment me défendre. » Elle prit ma main et la serra avec force. « Tu n'es pas seule. Écoute-moi bien. Il existe des gens honnêtes qui se battront pour toi. Je connais une avocate compétente, une femme qui a déjà défendu des cas similaires. Je vais t'arranger un rendez-vous. » Guillemets double. 2 jours plus tard, je rencontrai May Carter, dans un petit bureau lumineux au centre-ville. Elle portait un tailleur sobre et parlait avec une assurance tranquille. Je lui racontai tout, les prêts jamais remboursés, la carte utilisée sans mon accord, les retraits nocturnes, les rumeurs de folie que répandaient Marcus et Chloé dans le voisinage. Pendant que je déballais mon histoire, mes mains tremblaient, mais sa présence apaisante me donnait la force de continuer. Elle prit des notes, sans m'interrompre, puis déclara d'une voix ferme. « Ce que vous décrivez, Madame Johnson, correspond à un abus financier et psychologique. Ils essayent de vous isoler, de vous faire passer pour faible, afin de s'emparer de vos biens. Nous allons prouver que vous êtes parfaitement lucide et capable. » Ces mots furent comme un souffle d'air frais. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je était plus complètement désarmée. À partir de ce jour, je me lançai dans une tâche immense.
rassembler chaque preuve, chaque relevé bancaire, chaque facture réglée, chaque lettre qui démontrait ma vigilance. Je fouillais dans mes tiroirs, mes armoires, mes classeurs poussiéreux. Les piles de papier s'entassaient sur ma table de salle à manger. Je passais des journées entières à trier, classer, annoter. Chaque ligne de relevé devenait une arme contre leurs mensonges. Je commençais aussi un journal détaillé, notant les dates, les propos, les menaces à peine voilées. Certaines nuits, écrivais jusqu'à l'aube, mes yeux brûlants de fatigue, mais mon cœur rempli d'une nouvelle détermination. Pendant que je m'efforçais de bâtir ma défense, Marcus m'appela à plusieurs reprises. Un soir, sa voix résonna au bout du fil, douce, presque suppliante. « Maman, pourquoi veux-tu nous faire passer pour des monstres ? Nous voulons juste t'aider. Retire cette avocate, et faisons la paix. » Je fermai les yeux, tenté une seconde par la nostalgie de notre relation passée, mais la colère reprit vite le dessus. « Non, Marcus. Ce que vous avez fait est impardonnable. Ce sera au juge de décider. » Il y eut un silence, puis sa voix devint glaciale. « Si tu refuses de coopérer, tu ne nous laisses pas le choix. » Il raccrocha sans un mot de plus. Et ce bruit sec résonna comme une déclaration de guerre. Les jours suivants furent étrangement calmes. Personne ne vint frapper à ma porte, mais je savais que ce silence-haine était qu'une accalmie trompeuse. Dans l'ombre, Marcus et Chloé préparaient leur dossier. Moi, je continuais le mien, et plus j'avançais, plus une conviction s'imposait. Ils avaient sous-estimé ma force. Ils me croyaient fragile, isolé, incapable de résister. Mais en réalité, chaque trahison, chaque humiliation m'avait forgé. J était peut-être vieille, mais était pas vaincue. Cette nuit-là, je posai tous mes documents sur la table, et en les contemplant, je me fis une promesse. Je n'allais plus subir en silence. J'allais me battre, même si cela devait me coûter le dernier souffle. Car ce qu'il voulait me voler, était pas seulement mon argent. Était ma dignité, mon identité, ma liberté. Et cela, je ne le céderai jamais. Les 3 semaines qui me séparaient de l'audience me parurent une éternité. Chaque jour, je tentais de maintenir une routine, pour ne pas sombrer dans la peur. Préparer mon café, arroser mes plantes, classer mes papiers. Mais rien était comme avant. Même le parfum de mes fleurs semblait terni par l'angoisse qui me rongeait. La maison, autrefois mon refuge, devenait une prison où chaque craquement, chaque bruit de pas dans la rue, éveillait ma méfiance. Je était plus en paix. J était en état d'alerte permanent. Sarah venait souvent me voir. Sa présence même était un soulagement. Elle me forçait à sortir marcher quelques minutes. Elle m'apportait des gâteaux. Elle me parlait de ses petits-enfants pour détourner mes pensées. Mais elle voyait bien que mes yeux restaient fixés sur la convocation posée sur la table, comme si ce simple papier contenait tout le poids de ma vie. « Tu n'es pas folle, Emma », me répétait-elle avec douceur. « Tu es claire, lucide, et je t'admire pour ton courage. » Ces mots devinrent mon talisman. Quand je les répétais intérieurement, la peur semblait reculer, ne serait-ce qu'un instant. Quelques jours avant le procès, Miss Carter vint chez moi pour préparer notre stratégie. Elle étala mes relevés, mes factures, mes carnets sur la table de la salle à manger. La pile était si haute qu'on aurait cru qu'elle préparait une thèse. Avec méthode, elle construisit une chronologie. Chaque prêt, chaque retrait, chaque achat suspect. Elle releva les incohérences, nota les dates où j'avais été seule chez moi, pendant que ma carte voyageait ailleurs. Je la regardais travailler avec un mélange d'admiration et de soulagement. « Nous allons montrer au juge que vous êtes organisé, que vous savez exactement gérer vos finances, » dit-elle. « Ce sont eux qui abusent de vous, pas l'inverse. » Ces paroles me donnèrent une force nouvelle. Pourtant, dehors, la guerre invisible continuait. Les rumeurs étaient répandues comme une traînée de poudre. À Maury et l'épicerie, j'entendis une voisine chuchoter. « La pauvre Emma, elle se perd, elle oublie de payer ses factures. » Une autre répondit. « Oui, Chloé m'a dit qu'elle ne reconnaissait même plus certaines personnes. » Je serrai les poings en silence. Ils avaient réussi à semer le doute, à me faire passer pour une vieille femme confuse. Je rentrai chez moi le cœur brisé, consciente que même mes voisins, mes amis de toujours, pouvaient devenir leurs alliés involontaires. À mesure que la date approchait, mes nuits devinrent des champs de bataille. J'entendais la voix de Marcus me dire que je était plus capable, que je devais être placée sous tutelle. Dans mes cauchemars, un juge me retirait mes clés, ma maison, mon identité, pour les remettre à mon fils et à sa femme. Je me réveillais en sursaut, trempée de sueur, persuadée d'entendre des pas dans le couloir. Mais la maison restait vide, écrasée par le silence. La veille de l'audience, je décidai de ne plus me laisser dominer par la peur. Je passais des heures à préparer mes vêtements. Une robe sombre, élégante mais simple, un foulard discret,
mes cheveux soigneusement coiffés. Je voulais apparaître digne, forte, irréprochable. Devant le miroir, je me regardais longtemps. Les rides sur mon visage racontaient des décennies de travail, de sacrifice et d'amour. J'y vis aussi la fatigue, les cicatrices invisibles des trahisons récentes. Mais sous tout cela, il restait une étincelle. Je murmurais. « Robert, donne-moi ta force demain. » Guillemets doubles. Le matin venu, je me levai avant l'aube. Je pris un café en silence, puis je rangeai une dernière fois tous mes documents dans une pochette rigide. Chaque papier représentait une part de ma vérité. En sortant de la maison, je respirais profondément l'air frais, comme pour emporter avec moi un peu de courage. Sarah m'attendait devant la porte, prête à m'accompagner jusqu'au tribunal. « Tu n'es pas seule » répéta-t-elle encore, serrant ma main avec force. Lorsque j'arrivai au tribunal, mes jambes tremblaient, mais je me tenais droite. La salle était froide, ses murs gris résonnaient d'un silence pesant. Marcus et Chloé étaient déjà assis, main dans la main, vêtus comme pour un deuil. Ils me jetèrent un regard où se mêlaient mépris et triomphe. Je soutins leur regard. Dans ce duel silencieux, je compris que rien ne serait épargné, que chaque mot prononcé pourrait décider de mon avenir. Quand le juge entra, tout le monde se leva. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait s'entendre dans toute la salle. Mais je ne baissai pas les yeux. Je m'assis avec calme, la tête haute. Peu importait leurs mensonges, peu importait leurs manœuvres. J'y étais prête à défendre ma dignité, coûte que coûte. Et dans le regard de Mick Carter, posé sur moi avec assurance, je lus une promesse silencieuse. Je n'allais pas me battre seule. Le tribunal avait cette atmosphère lourde et solennelle qui écrase les voix et ralentit les gestes. Assise derrière ma table, j'avais l'impression que chaque regard se posait sur moi, comme si tous attendaient de voir la vieille femme fragile que Marcus et Chloé décrivaient. Pourtant, je n'étais pas fragile. Je respirais lentement, je me tenais droite, et mes mains serrées sur mes documents étaient la preuve de ma détermination. Le juge, un homme aux cheveux gris et à l'expression impassible, ouvrit la séance. Sa voix résonna dans la salle. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la demande de tutelle déposée par Marcus Johnson et son épouse Chloé. » En entendant mon nom associé à ce mot, tutelle, je sentis une brûlure dans ma poitrine. C'était comme si on voulait effacer mon existence, me réduire à une incapable. Marcus fut le premier à prendre la parole, son ton était mielleux, calculé. « Monsieur le juge, ma mère traverse une période de confusion inquiétante. Elle oublie de payer ses factures, elle se perd dans des détails, et ses décisions financières sont irrationnelles. Chloé et moi ne cherchons pas à profiter d'elle, nous voulons seulement l'aider. » Ses mots étaient doux, mais ses yeux me lançaient un défi glacé. Chloé, à son tour, joua sa partition avec un talent théâtral. Sa voix tremblait, des larmes coulaient même le long de ses joues. Je l'aime comme une seconde mère. Mais elle me traite de voleuse, elle m'accuse sans cesse. C'est dur, monsieur le juge, de voir une personne que vous respectez sombrer dans la méfiance et la colère. Ses sanglots résonnaient dans la salle, et plusieurs personnes hochèrent la tête, émues. Je faillis crier. Mais Mick Carter posa une main rassurante sur mon bras. « Attendez » murmura-t-elle. Quand ce fut notre tour, elle se leva avec calme et exposa méthodiquement les faits. Elle présenta les relevés bancaires, souligna les retraits nocturnes, montra la photocopie de ma carte retrouvée chez Chloé. Chaque preuve était une pierre jetée contre le mur de leurs mensonges. Puis elle me laissa la parole. Ma gorge était sèche, mais je pris une profonde inspiration. « Monsieur le juge, j'ai 70 ans. J'ai élevé seul mon fils après la mort de mon mari. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé chaque facture, j'ai tenu cette maison debout, malgré les épreuves. On veut aujourd'hui me faire passer pour une femme confuse, mais regardez les documents. Chaque dépense, chaque retrait, chaque anomalie vient d'eux. Ce n'est pas moi qui perds la mémoire, ce sont eux qui profitent de ma confiance. » Guillemets doubles. Un silence lourd suivit. Marcus détourna les yeux, Chloé se mordit la lèvre. Pour la première fois, je sentis que leur façade se fissurait. Le juge posa quelques questions précises. Je répondis avec clarté, sans hésitation. Oui, je connaissais le montant exact de ma pension mensuelle. Oui, je savais combien il me restait sur mon compte. Oui, j'avais payé toutes mes factures à temps, comme le confirmaient les lettres des compagnies. Mick Carter avait raison. Je n'étais pas seulement en train de me défendre, je prouvais ma lucidité. L'audience dura plus de 2 heures. Chaque minute fut une épreuve, mais aussi une victoire. Car je résistais, je ne pliais pas. Quand le juge annonça que la décision serait rendue dans 15 jours, je sentis mes jambes se dérober, mais ce était plus la peur qui me traversait, était le soulagement. J'avais parlé, j'avais été entendu. À la sortie de la salle, Marcus s'approcha de moi.
Son sourire forcé cachait mal sa colère. « Tu crois avoir gagné quelque chose aujourd'hui » murmura-t-il. Mais cette guerre ne fait que commencer. Chloé, accrochée à son bras, baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Je ne répondis pas. Je me contentais de serrer contre moi ma pochette de documents comme une armure. J'avais franchi la première étape. La bataille haine n'était pas finie, mais je savais désormais que je n'étais pas seule. Derrière moi, Sarah me fit un signe discret, et Carter me souffla. « Vous avez été admirable. » Guillemets doubles. En rentrant chez moi, le soleil déclinait sur le jardin. Les fleurs semblaient briller sous la lumière dorée du soir. Je m'assis sur ma terrasse, épuisée, mais étrangement apaisée. Pour la première fois depuis des semaines, je respirais sans sentir un poids écrasant sur ma poitrine. J'avais résisté à leurs mensonges. Et même si la guerre continuait, une chose était certaine. Je était plus une victime. J était prête à me battre jusqu'au bout. Les jours qui suivirent l'audience me parurent suspendus dans une attente insupportable. La décision du juge devait être rendue dans 15 jours, et chacune de ces heures écoulait comme une éternité. J'essayais de remplir mes journées de gestes simples, préparer du café, ranger mes papiers, m'occuper du jardin, mais rien n'effaçait l'ombre de cette échéance. Le moindre bruit de pas dans la rue, le moindre froissement de courrier dans la boîte aux lettres réveillait en moi une angoisse sourde. Je était plus maîtresse de mon temps, je vivais dans une attente étouffante. Pourtant, je m'efforçais de garder une façade de normalité. Je passais de longues heures à arroser mes fleurs, comme si les voir éclore malgré les menaces me donnaient du courage. Le parfum des roses et la couleur éclatante des géraniums me rappelaient que la beauté pouvait résister à la douleur. Mais chaque fois que je me penchais pour tailler une branche, mon esprit repartait vers Marcus et Chloé, leurs mensonges, leur regard froid au tribunal. Comment avais-je pu en arriver là avec mon propre fils? Je repassais 1000 fois les souvenirs heureux, son premier pas dans la cour, ses diplômes, son mariage, et je n'y trouvais plus que le contraste cruel entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Sarah, fidèle comme toujours, venait me voir presque chaque jour. Elle apportait des tartes, du pain frais, parfois des bouquets cueillis dans son propre jardin. Elle s'asseyait en face de moi, même, écoutait raconter les mêmes inquiétudes, et ne se lassait jamais de répéter « Tu n'es pas seule, Emma. Tu tiens bon, et tu dois continuer. » Ces mots étaient comme une encre qui m'empêchait de sombrer. Quand je doutais, je voyais la certitude dans ses yeux, et cela me suffisait pour respirer un peu plus calmement. Mais les nuits restaient un calvaire. Je me réveillais en sursaut, convaincu d'entendre la porte grincer ou des pas dans le couloir. Dans mes cauchemars, Marcus venait m'arracher mes clés, Chloé vidait mes tiroirs, et je me retrouvais seule, dans une maison vide, sans identité, sans mémoire. Au matin, je me levais épuisée, mais aussi plus résolue. Je refusais que mes cauchemars deviennent réalité. Un matin, en revenant d'une courte promenade, je découvris une enveloppe blanche glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste une feuille pliée à l'intérieur. En l'ouvrant, je sentis mon cœur se serrer. Sur le papier, quelques mots tracés d'une écriture que je connaissais trop bien. « Si tu continues, tu finiras seul. » Était la main de Marcus. Mon fils, celui que j'avais nourri, élevé, soutenu toute ma vie, me menaçait maintenant noir sur blanc. Je restais assise longtemps, le papier tremblant entre mes doigts, incapable de pleurer. Une partie de moi voulait hurler, une autre voulait s'effondrer. Mais ce fut une colère glacée qui prit le dessus. Il croyait m'intimider, m'effrayer, mais il ne faisait que nourrir ma détermination. Le soir même, je montrai la lettre à Carter. Elle enfila des gants pour ne pas effacer les traces et déclara d'un ton ferme. « C'est une preuve supplémentaire. Nous l'ajouterons au dossier. » Son assurance me rassura. Elle parla d'intimidation, d'abus manifestes, et me répéta que tout cela jouerait en ma faveur. Ces mots firent renaître une étincelle d'espoir. Pour la première fois, je me sentis protégée par une voix extérieure, une force qui ne tremblait pas. Mais Marcus n'en resta pas là. 2 jours plus tard, il m'appela. Sa voix était douce, presque caressante. « Maman, oublions tout ça. Retire ta plainte, renvoie ton avocate, et je promets que nous réglerons tout en famille. Tu n'as pas besoin de juge, tu n'as besoin que de nous. » J écoutait en silence, mon cœur serré par le contraste entre ses mots et ses actes. « Tu n'es pas faite pour ce genre de guerre, » insista-t-il. « Tu as besoin de paix, et nous pouvons te l'apporter. » Je pris une grande inspiration. « Non, Marcus, la paix ne viendra que lorsque vous arrêterez de me voler. » Sa voix changea aussitôt, devenant glaciale. « Tu regrettes déjà, et tu regretteras encore plus. » Puis, il raccrocha brutalement.
Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je restais assise près de la fenêtre, une couverture sur les épaules, observant la rue vide. Le vent faisait frissonner les arbres, et chaque ombre mouvante me paraissait menaçante. Mais plus les heures passaient, plus je sentais en moi une force nouvelle. J'avais peur, oui, mais était plus la femme naïve qu'il croyait dominer. J'avais découvert en moi une résistance, que je n'aurais jamais imaginée. Quelques jours plus tard, un nouvel incident survint. En rentrant de l'aile, église avec Sarah, je trouvai la barrière du jardin grande ouverte. Mes pots étaient renversés, mes fleurs piétinées, la terre éparpillée partout. Rien n'avait été volé, mais tout avait été saccagé. Était un message clair. Il pouvait entrer dans mon espace, détruire ce qui m'aime, était cher, et repartir sans laisser de traces. J'appelai la police. L'agent qui vint secoua la tête. « Probablement des adolescents, » dit-il. Je savais qu'il se trompait. Ce n'étaient pas des enfants en mal de bêtises, était une intimidation soigneusement calculée. Je passais la nuit entière assise dans mon fauteuil, toutes les lumières allumées. Chaque craquement me faisait tourner la tête, chaque ombre sur les murs semblait prête à s'avancer vers moi. Mais je restais là, droite, refusant de céder à la peur. Quand le soleil se leva, mes yeux brûlaient de fatigue, mais mon cœur battait avec une force nouvelle. Il voulait me faire plier, mais Joanne n'était pas prête à abandonner. Pas maintenant, pas après tout ce que j'avais traversé. En contemplant mes fleurs brisées au matin, je fis un serment silencieux. Tant que je respirerais, je me battrais pour garder ma liberté et ma dignité. Il pouvait piétiner mon jardin, répandre des rumeurs, même me menacer. Mais il ne briserait jamais ma volonté. Les jours qui suivirent l'audience étirèrent comme une saison sans fin. Chaque matin, je guettais le bruit du facteur dans la rue, espérant et redoutant, à la fois de trouver une enveloppe officielle. La boîte aux lettres était devenue un objet d'obsession. Quand elle restait vide, je soupirais de soulagement, mais je sentais aussi la frustration grandir. Chaque absence de courrier prolongeait mon supplice. La décision du juge planait au-dessus de moi comme une épée invisible, prête à tomber à tout instant. Pour tuer le temps, je remplissais des cahiers entiers de notes. J'y consignais mes souvenirs, les moindres détails de ma journée, mes pensées les plus intimes. J'avais besoin de prouver d'abord à moi-même que ma mémoire restait intacte. Chaque ligne était une affirmation silencieuse. Je suis encore là, je sais qui je suis. Écrire me donnait un semblant de contrôle. Comme si je reprenais les rênes d'une existence menacée par les mensonges. Sarah passait presque quotidiennement. Nous partagions un thé, parfois un repas simple préparé ensemble. Elle me parlait de sa famille, des nouvelles du quartier, et j'essayais de me laisser emporter par la banalité rassurante de ses récits. Mais elle voyait bien mes mains trembler, mes yeux se perdre parfois dans le vide. Alors elle posait doucement sa main sur la mienne. « Emma, tu n'as rien perdu de ta clarté. Ce sont eux qui veulent t'affaiblir. Tiens bon. » Ces paroles étaient des pansements invisibles sur mes plaies. Pourtant, le soir quand la maison sombrait dans le silence, la peur revenait. Une nuit, mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais la voix je la reconnus aussitôt. Marcus. Il parlait calmement, presque trop calmement. « Tu crois peut-être que tu as gagné quelque chose devant le juge, mais tu n'as rien compris. Tout ce que tu possèdes finira par m'appartenir. » Avant que je puisse répondre, il raccrocha. Je restais figé, le téléphone serré contre ma poitrine, incapable de respirer. Le silence qui suivit me glaça plus que ses menaces. Le lendemain, je courus presque chez mes Carter pour lui raconter l'appel. Dans son bureau rempli de dossiers, elle prit des notes précises et ajouta cet incident au dossier déjà volumineux. « Cela confirme un harcèlement continu, » dit-elle d'un ton ferme. « Nous allons le présenter comme une preuve de leur volonté de vous déstabiliser. » Sa voix ne tremblait pas, et cette assurance me redonna un peu d'équilibre. Quelques jours plus tard, je vécus une nouvelle humiliation. En allant faire quelques courses, je croisai Chloé. Elle portait un manteau impeccable, ses cheveux brillaient au soleil, et son sourire faux me donna la nausée. « Emma, » dit-elle d'une voix sucrée, « tu as l'air si fatiguée. Peut-être qu'il est temps de te reposer, et de nous laisser nous occuper de tout. » Elle posa sa main sur mon bras comme pour me rassurer. Mais son regard démentait son sourire. Je reculai vivement et répondis « Vous n'aurez jamais ce que vous cherchez. » Elle éclata d'un rire sec à voix basse, éloigné, son parfum artificiel flottant encore autour de moi comme une menace invisible. Cette rencontre me hanta toute la nuit. Je rêvais d'une maison vide, vidée de tous mes meubles et de mes souvenirs. Dans ce rêve, j'appelais Marcus, mais seul écho de ma voix résonnait contre les murs nus. Quand je me réveillai, j'avais les joues baignées de larmes.
Mon inconscient me montrait le futur qu'il voulait m'imposer, une vie effacée, sans mémoire, sans dignité. Mais je ne voulais pas céder. Chaque matin, je me plaçais devant mon miroir et je me répétais. Tu es Emma. Tu sais qui tu es. Tu n'es pas folle. Ces mots devinrent une prière, un rituel sacré qui me donnait la force de me lever. Même quand mes mains tremblaient, même quand le doute m'assaillait, je me raccrochais à cette affirmation. Puis vint un soir qui me fit comprendre à quel point leur cruauté pouvait aller loin. Alors que je dînais avec Sarah, quelqu'un frappa violemment à ma porte. Nous sursautâmes toutes les deux. J'ouvris. Et il n'y avait personne. Seulement une boîte en carton posée sur le seuil. À l'intérieur, un vase brisé en 1000 morceaux. Un vase que j'avais offert à Marcus des années auparavant. Mes jambes se dérobèrent presque. C était plus qu'un objet. C était un souvenir d'amour désormais réduit en poussière. Sarah jeta aussitôt la boîte. Mais nous savions toutes les deux ce que cela signifiait. Un avertissement. Je passais la nuit entière éveillée, assise dans mon fauteuil, toutes les lumières de la maison allumées. Chaque craquement me faisait sursauter, chaque ombre sur les murs semblait animée d'une intention hostile. Mais au fil des heures, quelque chose changea en moi. Je réalisais que, malgré leur violence psychologique, malgré leurs menaces, j'y étais encore debout. Ils pouvaient briser mes objets, salir ma réputation, mais pas ma volonté. Quand l'aube se leva enfin, je regardais mes fleurs dans le jardin, encore blessées par les derniers saccages. Certaines tiges étaient couchées, mais d'autres se redressaient déjà vers la lumière. Je vis en elles un reflet de ma propre résistance. Moi aussi, Jean, était pliée, meurtrie, mais pas détruite. Et je me fis une promesse solennelle. Tant que je respirerai, je protégerai ma liberté, ma mémoire et ma dignité. Les jours qui suivirent furent saturés d'une attente insoutenable. Le tribunal devait bientôt rendre sa décision, mais aucun courrier n'arrivait, aucun appel haine était passé. Chaque matin, je descendais les escaliers avec des jambes lourdes, ouvrais la boîte aux lettres et retenais mon souffle. Le vide de cette petite boîte de métal me soulageait d'un poids temporaire, mais à la tombée de la nuit, l'angoisse revenait, plus forte encore. J'avais l'impression que le silence du juge était plus cruel qu'un verdict. Pour garder mes esprits, je continuais de écrire. Mon journal était devenu un compagnon fidèle, un témoin muet de mes pensées. J'y notais la couleur du ciel, l'odeur du café, le souvenir des étés passés avec Robert. Je relisais parfois à voix haute des passages anciens, pour vérifier que mes souvenirs restaient clairs. Je ne perds pas la tête, me disais-je. Chaque page était comme un rempart dressé contre les mensonges de Marcus et de Chloé. Sarah, infatigable, venait presque tous les jours. Elle franchissait le portail avec un sourire chaleureux, et posait sur ma table des plats encore chauds, du pain frais, parfois des bouquets de fleurs. Elle essayait de me changer les idées en me parlant de ses petits-enfants, des nouvelles du voisinage, ou de son potager. Mais elle voyait bien que mes mains tremblaient, et que mon regard se perdait souvent dans le vide. Alors elle me prenait les mains, et répétait doucement. « Emma, tu es forte. Tu n'es pas folle. Ce sont eux qui veulent te faire croire le contraire. » Ces mots résonnaient en moi comme une prière. Pourtant, au marché, je ressentais encore le poids des rumeurs. Certaines voisines me saluaient avec politesse, mais je surprenais leur regard lourd de doute. On avait semé l'idée que Jean était confuse, que je perdais la mémoire. Cette suspicion silencieuse me blessait presque autant que les menaces de Marcus. Était comme si mon identité s'effritait sous les yeux des autres, sans que je puisse la défendre. Un soir, alors que je rangeais des papiers, le téléphone sonna. Je n'avais même plus besoin de regarder l'écran pour savoir. Était lui. La voix de Marcus résonna, calme, trop calme. « Le juge ne tardera pas à se prononcer, maman. Tu pourrais éviter l'humiliation en signant un accord maintenant. » Je ne répondis pas. Le silence dura quelques secondes, puis il ajouta d'un ton plus bas. « Réfléchis bien. Tu pourrais tout perdre, même plus que tu ne crois. » Il raccrocha avant que je puisse dire un mot. Je restais pétrifiée, le combiné collé à l'oreille. Son ton m'avait glacé plus que ses colères passées. Le lendemain, je me rendis chez Mick Carter. Helmes écouta sans m'interrompre, prit des notes précises et enregistra les messages vocaux que j'avais conservés. « C'est une preuve supplémentaire d'intimidation, » déclara-t-elle. « Ce comportement démontre leur acharnement. Le juge ne pourra pas ignorer cette pression constante. » Sa voix ferme, posée, me rendit un peu de force. À ses côtés, je me sentais moins vulnérable. Mais les pressions ne s'arrêtèrent pas. Un matin, je trouvais mon jardin ravagé. Des branches brisées, mes rosiers arrachés, la clôture entr'ouverte. Cette fois, je ne pleurais pas. Je pris des photos, appela Sarah,
puis je me rendis au commissariat pour signaler les faits. L'agent de police soupira, parla de pas Marsa, simples adolescents en mal d'ennui. Et pas Marsa. Je compris qu'il ne me croyait pas. Peu importe. Je savais qui était derrière cela. Et moi je collectionnais les preuves, pierre après pierre. La nuit suivante, je dormis peu. Je restais assise dans le salon, toutes les lampes allumées. Chaque craquement de la maison me faisait tressaillir. Mais au fond de moi, une conviction naissait. Jaï était encore debout, malgré tout. Il voulait m'isoler, me réduire au silence, mais plus la peur montait, plus ma détermination s'aiguisait. Quelques jours plus tard, un incident marqua un tournant. Alors que je revenais de l'or, église avec Sarah, nous croisions Chloé. Son sourire était trop large, trop brillant. « Comme c'est triste de vous voir ainsi, Emma », dit-elle d'une voix faussement compatissante. « Vous pourriez avoir la paix, mais vous la refusez. » Ses yeux lançaient des éclairs. Je soutins son regard et répondis d'une voix ferme. « La paix n'est pas un mensonge acheté par la trahison. » Son sourire se figea, puis elle éloigna sans rien dire, son parfum agressif flottant encore derrière elle. Cette scène me hanta, mais elle eut aussi un effet inattendu. Pour la première fois, je vis Chloé vaciller. Ma résistance l'avait déstabilisée. Cette idée me donna un regain de courage. La nuit qui suivit, je m'endormis tard, mais sans cauchemar. Au matin, j'ouvris mes volets et laissai entrer le soleil. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis une étincelle d'espérance. J était encore debout. Je était plus seulement une femme menacée, je étais une femme en lutte, prête à défendre jusqu'au bout sa mémoire et sa dignité. Et je me fis une promesse silencieuse, quoi qu'annonce le juge, je ne plierai pas. Même si tout le monde doutait de moi, je défendrais ma vérité. Jusqu'au dernier souffle. Le matin où la décision du tribunal arriva, l'air avait une densité étrange, presque électrique. Je était réveillée avant l'aube, incapable de trouver le sommeil. Dans la maison, chaque bruit prenait une résonance particulière. Le craquement des marches, le tic-tac obstiné de l'horloge, même le sifflement du vent, semblaient annoncer un changement imminent. Quand je descendis enfin pour ouvrir la boîte aux lettres, mes jambes étaient lourdes et mes mains tremblaient déjà. Une enveloppe blanche, épaisse, portait le sceau du tribunal. Je la serrais contre ma poitrine comme si elle pouvait brûler mes doigts. Pendant un instant, j'hésitais à l'ouvrir. Peut-être que tant que l'enveloppe restait close, l'avenir restait encore indéterminé. Mais je savais que fuir ne ferait que prolonger le supplice. Je m'assis à la table de la cuisine, inspirai profondément, et d'un geste sec, je déchirai le papier. Les mots se brouillèrent sous mes yeux baignés de larmes, mais bientôt leur sens s'imposa avec une clarté fulgurante. La demande de tutelle était rejetée. Le juge avait estimé que je conservais toutes mes facultés, dénoncé les incohérences dans les arguments de Marcus et Chloé, et rappelé que mes finances démontraient une parfaite maîtrise. Une chaleur inattendue envahit ma poitrine. Après des semaines de peur, de doute et d'humiliation, j'avais la preuve écrite que je n'étais pas ce qu'il prétendait. J était encore Emma. Je restai immobile un long moment, serrant la lettre entre mes doigts comme une relique. Un sanglot me secoua, suivi d'un rire nerveux. La maison résonnait de ce mélange de larmes et de rires, et j'eus presque l'impression que Robert était là, dans l'ombre familière du salon, me regardant avec ce sourire qui m'avait tant manqué. « Tu as tenu, Emma » murmurai-je, comme pour lui répondre. Quand Sarah arriva 1 heure plus tard, je me précipitai vers elle avec la lettre. Elle la lut à voix haute, ses yeux s'embuant, à mesure que les mots prenaient forme. Puis elle me serra dans ses bras avec une force inattendue. « Je te l'avais dit, la vérité finit toujours par triompher », souffla-t-elle. Nous restâmes enlacés longtemps, et pour la première fois depuis des mois, je me laissai aller à pleurer sans honte. Ce était plus des larmes de peur, mais de soulagement. Pourtant, au fond de moi, une ombre persistait. Je savais que Marcus et Chloé ne disparaîtraient pas de mon horizon du jour au lendemain. Ils avaient perdu une bataille, mais je connaissais leur rancune, leur orgueil blessé. Le soir même, le téléphone sonna. Quand je décrochai, personne ne parla, mais j'entendis une respiration contenue, trop familière pour être anonyme. Je raccrochai sans dire un mot. Cette fois, je ne tremblais plus. Mon silence était devenu une arme. Dans les jours qui suivirent, le quartier sembla se transformer. Ceux qui m'avaient regardé avec suspicion commencèrent à revenir vers moi. Une voisine m'apporta un gâteau aux pommes, un autre me tendit un bouquet maladroitement arrangé. Certains murmurèrent des excuses, parlant de « malentendus », de faux rumeurs. J'accueillis leurs gestes avec courtoisie, mais je ne pouvais oublier le poids de leur silence quand j'avais eu le plus besoin de soutien. Le pardon venait, mais l'oubli restait impossible.
Je repris mes promenades quotidiennes. Traverser le parc, sentir le vent frais sur mon visage, entendre les rires des enfants et le chant des oiseaux me donnaient une impression de renaissance. Chaque pas que je faisais était une affirmation, je suis encore debout, je suis encore moi. Dans les bourgeons qui éclataient sur les branches, je voyais un miroir de ma propre résilience. Un après-midi, assise sur la terrasse, je décidai de rouvrir mon journal. Mais pour la première fois, je écrivis plus seulement pour moi. Je m'adressais à une voix invisible, à d'autres femmes, peut-être, qui connaîtraient un jour la même solitude, la même trahison. J'y racontais mes nuits blanches, mes peurs, les humiliations subies, mais aussi la lumière qui revient toujours, l'importance d'une amie fidèle, la mémoire d'un amour qui continue de protéger même dans l'absence. Mes mots devinrent un témoignage, une trace que personne ne pourrait effacer. Le soir, je me plaçais devant le miroir de ma chambre. Mon reflet me montra une femme marquée par les épreuves, mais toujours debout. Les rides racontaient mes combats, mais mes yeux, eux, brillaient d'une flamme indomptable. Je murmurais « Tu as résisté, Emma, personne ne pourra jamais t'effacer. » Et cette certitude m'apporta une paix nouvelle. Je savais que Marcus et Chloé tenteraient encore de me troubler. Mais j'avais gagné une force qu'ils ne pouvaient plus m'enlever, la conscience de ma dignité retrouvée. Tant que je respirerais, je défendrais mon nom, ma mémoire et ma liberté. Et dans la lumière douce de ce soir-là, en fermant les volets de ma maison, je sentis que je venais de clore un chapitre douloureux pour en ouvrir un autre, celui d'une vie que je reprenais enfin en main. Enfin en main.